Bonsoir, mesdames, messieurs, et bonjour à ceux qui auront l'occasion de nous suivre en rediffusion. Très heureuse de vous savoir très nombreux, en train d'attendre votre grand rendez-vous d'actualité de chaque vendredi. C'est déjà votre émission qui commence, cette émission qui élabore les sujets d'actualité. L'actualité reste toujours dominée par le dialogue national. Le suspense continue à persister depuis la convocation de ce dialogue et depuis la promesse du président de la République sur la mise en place du comité préparatoire. Rien n'est fait. L'actualité reste dominée par le processus électoral où on constate qu'il n'y a aucune évolution. L'actualité, finalement, reste dominée par cette grande réunion tenue par le président de la République, une réunion interinstitutionnelle qui a été basée sur un seul sujet, c'est-à-dire la réduction du train de vie des institutions. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le regard de ce soir sera porté sur le secrétaire général du PPRD, Henri Mova. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Zimbi. Henri Mova, vous êtes docteur en relations internationales, vous êtes écrivain, vous avez été ministre de Transport pendant la République qui a été dirigée pendant la période où la République a été dirigée par M. Laurent-Désiré Kabila. Vous avez été ministre de l'Environnement, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, ministre des Médias, porte-parole du gouvernement. Vous avez été encore et encore ambassadeur. Même Henri Mova, toutes ces différentes mérites aujourd'hui, Joseph Kabila a fait de vous secrétaire général du PPRD. Pensez-vous que cela concorde? Bien entendu, je vois aucune incohérence à ces cursus politiques. J'ai commencé par militer d'abord dans l'AFDL avec Laurent Désiré Kabila. J'ai d'abord connu le fils avant de connaître le père. Et puis, mon cursus tout à fait politique normalement. Mon expérience académique m'a aidé à entrer des plein pied dans la diplomatie, où j'ai été nommé tour à tour ambassadeur du Congo en France, ambassadeur du Congo en Russie, ambassadeur du Congo en Israël, mais je n'ai pas pu prendre mes fonctions dans toutes ces capitales, mais j'ai dû donc faire la première grosse expérience avec la première mission diplomatique congolaise, à savoir le poste de Bruxelles, de Hollande, mais aussi de l'Union européenne et du Grand-Duché de Luxembourg. Donc c'est un cursus tout à fait normal. À chaque fois très humblement, lorsque l'autorité suprême a jugé bon de me confier l'une ou l'autre tâche, j'ai essayé de m'en acquitter le plus efficacement possible. C'est à vous de juger les résultats, mais j'ai pu répondre à l'appel de la nation. Voilà. Il vous est arrivé une fois de rester sur le banc de touche? Plusieurs fois d'ailleurs. En autant d'années depuis l'arrivée de l'AFDL, je suis peut-être celui qui aura connu beaucoup une évolution en dents de scie. Il y a des moments de pic. Si vous considérez qu'être ministre, c'est ça l'apothéose dans une vie politique, mais j'ai connu énormément d'autres choses. Par exemple, j'ai été président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes. J'ai également été sur la touche, j'ai été conseiller en matière stratégique du chef de l'État. J'ai fait un. C'est ce que vous considérez comme être sur la touche, dès lors que plusieurs ressortissants, plusieurs personnalités de votre parti ou de votre famille politique n'ont toujours pas de poste jusque-là. Je vais vous aider à faire l'arithmétique. Je suis ministre le 23 mai 1997 et je cesse de l'être en 1999. Pour être envoyé à Moscou. Je reviens au gouvernement en... Être envoyé à Moscou comme... Non, comme ambassadeur. J'exerce pas. Je suis Oui. nommé, mais je dépose juste mes copies figurées de mes lettres de créance et je ne prends pas mes fonctions, donc je ne m'installe pas comme ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire. Je reviens au gouvernement pour prendre pendant 2 mois le ministère, pendant donc une année, je travaille pas, puis 2 mois au ministère des Transports, et puis l'environnement dont vous avez parlé, et à l'arrivée du président Kabila, 2 mois après, je perds mes fonctions, je suis sur la touche jusqu'à l'arrivée du gouvernement 1+4, c'est-à-dire 2003. Donc de 2001 à 2003, pendant 2 ans, je ne travaille pas. Et puis après le gouvernement 1+4, j'ai jamais été membre du gouvernement depuis, donc ça va faire 10 ans bientôt. Et puis depuis lors, j'ai connu diverses fortunes, notamment ce dont je vais vous parler,
PCA à la RVA, et puis ambassadeur en Belgique, et puis je rentre pour m'occuper d'une fonction qui relève du privé. Hein. C'est pas un poste de fonctionnaire. Hein. Être secrétaire général d'un parti politique est un fait privé. Donc je considère que je suis dans le privé aujourd'hui, même si nous sommes pourvoyeurs d'autorités qui sont pourvues de pouvoir d'État lorsque nous avons gagné la majorité. Voilà. Donc, un grand parti politique, il faudrait le préciser, le PPRD aujourd'hui. Le plus grand. Vous êtes à la tête depuis quelque temps. Vous êtes arrivé avec un plan d'action que vous avez intitulé 5 chantiers pour redresser le parti. Oui, tout à fait. Redresser, oui, dans une certaine mesure, mais changer d'optique, parce que le parti restait le même, les mêmes acteurs étaient toujours présents. Je venais remplacer des camarades qui avaient fait énormément de prouesses sur le plan de dividendes politiques, des gains politiques. Hein. Vous savez aussi, un parti, c'est autour de son unité, de son idéologie, mais surtout de ses gains politiques à travers les postes, les sièges qu'il remporte lors des joutes électorales. Donc il faut chapeau bas à tous mes camarades qui étaient là avant moi et qui ont fait énormément de choses. Donc je viens pas pour révolutionner les choses, mais pour s'inscrire dans une certaine continuité. J'ai la chance d'avoir été là dès le premier jour avec Mouzé, dès le premier jour pour le PPRD, et donc je connaissais un peu la grammaire, les logiciels de notre fonctionnement politique. Mais vous avez quand même parlé d'un plan d'action pour redresser le parti, donc le parti qui a été courbé. Vous avez trouvé le PPRD dans quel état pour mettre en place un plan d'action pour le redresser? Oui, il faut pas exagérer, penser que je l'ai trouvé un loc, un ramassis des gens, non, c'est tout à fait faux. Je trouvais le parti avec tout ce que j'ai aujourd'hui était déjà en place, mais chacun vient avec sa touche personnelle, son talent personnel, chacun vient avec son angle de vue, chacun a un background politique différent, et j'ai estimé que nous souffrions d'une carence à nous référer à notre identité idéologique. L'orthodoxie commence à se perdre. On a connu tellement de soubresauts, de mise en commun avec d'autres forces idéologiques qui n'étaient pas nécessairement de notre bord, qu'on commençait à en perdre un peu notre ligne idéologique. J'ai donc choisi d'en faire le premier chantier. J'estimais que le parti avait besoin d'un surcroît d'organisation et ça devait être dirigé comme vraiment une entreprise, une grosse machine avec un personnel, une administration forte, et parce qu'on va faire de la politique, c'est vrai, sur le terrain, mais dans nos bureaux, il est indispensable de devoir organiser selon les règles modernes du management, la dynamique de l'organisation, la théorie de l'organisation, la mettre en pratique pour que la machine puisse tourner au-delà des individus qui symbolisent les actions que mène cette... L'un de vos chantiers, restaurer l'identité du parti. Pensez-vous que le parti avait perdu son identité? Non. Je veux dire, ça s'effiloche avec le temps. Vous savez, avec le temps, il y a tellement d'interventions de l'environnement sur le parti, les secousses que vous connaissez, les chocs. Et ça vous oblige parfois à faire des adaptations à la longue qui vous perd la racine identitaire. Alors j'ai dit, on revient à notre idéologie, la social-démocratie, qui est un projet de société qui veut faire le bonheur des Congolais en plaçant les Congolais au centre de ses préoccupations, en faisant l'acteur principal de son bonheur. Et ces valeurs de gauche, notamment liées à la social-démocratie comme la solidarité, l'égalité, la justice sociale, toutes ces valeurs devaient être mises en pratique déjà au sein du parti avant que nous définissions de politique publique lorsque nous avons le gouvernement. Donc nous ne pouvons pas traiter avec, par exemple, avec le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale de la même manière que traiterait un gouvernement de droite. Nous ne sommes pas des capitalistes purs et durs, nous sommes des valeurs ouvrières, la lutte ouvrière qui s'est transformée en un positionnement politique, parce que nous reconnaissons les valeurs du marché avec ce qu'elles peuvent apporter de bien dans une société, mais nous ne faisons pas du marché les seuls régulateurs de la vie sociale. Nous voulons que l'action publique puisse intervenir, qu'il y ait un budget volontariste, qu'il y ait une action de l'État qui peut se permettre quelques déficits pour pouvoir booster la production, mais aussi la demande. Nous ne faisons pas que de l'économie de l'offre, nous ne faisons pas
que du profit à tout prix, du commercial à tout craint. Notre préoccupation est de faire en sorte que ce qui ne peut pas marcher par le marché le soit par l'action de l'État, l'action de la société. Et ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité, les femmes, les enfants, les malnutris, ceux que la nature n'a pas gâtés particulièrement, peuvent être l'objet d'une assistance de la communauté au nom de la solidarité, mais aussi une performance économique. S'il faut la trouver dans le marché, nous allons la chercher dans le marché. S'il faut la trouver dans l'action publique, nous la trouvons dans l'action publique. Voilà. L'homme au centre de tout. Absolument. Vous œuvrez dans le social. Nous sommes des humanistes, plus humaniste, c'est aider son prochain. Justement, absolument. Henri Mova, plus de 15 ans au pouvoir. Aujourd'hui, comment évaluez-vous la condition de vie du Congolais? Elle s'est sensiblement améliorée. Pas nécessairement la mienne, parce que à la base, moi je suis enseignant. Hein, donc la politique, je la fais un peu comme... un enseignant de luxe. Oui, non, pas un enseignant de luxe. Professeur d'université. Lorsque nous arrivons au gouvernement 1+4, justement il y a beaucoup d'enseignants dans le groupe, on se rend compte par exemple que l'enseignant de l'université touche $50. Aujourd'hui, je ne vais pas dévoiler le secret des gens, c'est largement au-delà. À ne prendre que ce paramètre-là, donc la vie s'est améliorée pour cette catégorie-là. D'autres catégories ont connu la même chose. Je crois que la préoccupation de faire du bonheur des Congolais est l'objectif ultime, le leitmotiv. Même le pouvoir que nous voulons acquérir en tant que parti politique, pour nous, n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen pour pouvoir appliquer des politiques égalitaristes, des politiques qui puissent permettre à tout le monde de se retrouver sa place selon son talent, à faire en sorte qu'ensemble nous fassions un peu plus de bonheur que si chacun y allait individuellement. Je crois que 15 ans après, comme vous le dites, vous pouvez identifier, vous devez interroger n'importe quel paramètre, le Congo a sensiblement évolué et a connu... Mais les indicateurs de la réalité prouvent le contraire. Henri Mova, les conditions de vie de la population, aujourd'hui, les Congolais ne vivent toujours pas bien. C'est tout le monde qui se plaint aujourd'hui. Non, il faut être rigoureux sur ces questions-là. Oui. Souvent, on répète des lieux communs du genre, il paraît que les gens, il paraît que la faim... Non, il faut... il paraît qu'on le vit, la desserte en eau potable, la desserte en électricité, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation nationale, on le vit de jour au jour. On ne vit pas ailleurs, en Rimouva, on vit ici en République démocratique du Congo. Vous me laissez répondre à la question. Voici que ces questions-là nécessitent de la connaissance pointue. Il ne faut pas se contenter de la douleur. Vous savez, la douleur est telle que, le temps jouant son rôle modérateur, on a l'impression que le passé est toujours plus beau. Vous allez, quand vous vous revoyez étudiante et tout, vous croyez que vous étiez beaucoup plus belle, que vous l'aviez été, ça coulait comme... Pourtant, quand vous regardez la vie de ces gens-là, elle s'est sensiblement améliorée, mais parce que l'actualité vous fait encore, vous avez quelques douleurs à gérer, vous avez toujours tendance que ce qui est passé toujours bien. Vous avez l'impression que la musique passée était très belle, que les femmes, que les voitures étaient beaucoup plus belles, que les villes, ce qui n'est pas vrai. C'est parce que la tendance de l'humanité s'est greffée sur le négatif et de penser que ce que l'on vit maintenant est torride, infernal. Et 2-3 mois après, 2 ans après, on a l'impression que c'était encore mieux. Vous n'avez qu'à regarder vos propres émissions passées, vous avez l'impression que celle d'aujourd'hui, vous n'avez pas été à la hauteur, qu'avant c'était mieux. C'est psychologique. Bon, revenons à votre question, très concrètement. Allons-y, comme des vrais scientifiques, comme des intellectuels, à comparer. Vous parlez d'électricité. La desserte en électricité était très faible, moins de 9% sur l'ensemble du territoire national. La tendance est à l'amélioration, mais entre-temps, il y a, et vous le savez bien, un facteur important, c'est la croissance démographique, la croissance de l'urbanisation. Kinshasa, c'est environ 500 000 personnes supplémentaires chaque année. La tendance est en amélioration, paradoxalement. Sur le global, sur le global, oui, mais les consommateurs sont beaucoup plus nombreux. Donc les efforts sont noyés par ce fait-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a par croissance. C'est la première fois dans ce pays qu'on a connu plus de 10 ans de croissance continue et de croissance forte parmi les meilleurs du monde. Ça, on n'a jamais vu. Cette ville, lorsque nous sommes indépendants, ne compte que 400 000 habitants. Et toute l'infrastructure installée pour 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes 12 millions. Il aurait fallu multiplier par autant toutes les infrastructures pour pouvoir répondre au même niveau. Or, la croissance dans les infrastructures autres a été lente
Et donc, ça serait sans Mais part. la richesse que nous avons en termes des structures électriques permettent à ce que tout le monde soit satisfait, M. Mova. La croissance démographique a été beaucoup plus forte, surtout à Kinshasa, où un phénomène nouveau, ce n'est pas seulement naturellement que les gens ont eu beaucoup plus d'enfants qu'avant, ils en ont même moins qu'avant, mais je vous donne un phénomène. La guerre, par exemple, comme elle s'est terminée sur Kinshasa, elle a poussé un peu beaucoup plus de population vers. Et la précarité de la vie dans les milieux ruraux a eu tendance à pousser à l'exode rural vers les grandes villes et la plus grande ville qui avait un peu toutes ces infrastructures. La responsabilité du gouvernement. Je parle que de Kinshasa, 12 la responsabilité du 12 gouvernement d'habitants. Oblige aussi à ce qu'ils puissent travailler en évolution justement de ces différentes réalités que vous venez de soulever. C'est des tendances lourdes qui ne se corrigent pas en un claquement de doigts. C'est des tendances lourdes qui ont besoin du temps pour pouvoir s'améliorer. Les efforts ont été là. Vous évitez de discuter des chiffres. Je vous ai dit, c'est la plus grande période de prospérité pour ce pays, 10 ans de croissance forte, mais toujours insuffisante du fait que le mal était beaucoup plus profond. Monsieur Mova, on va évoluer. Vous venez de dire que le bilan du président Kabila est positif. C'est ce que vous venez d'affirmer. J'ajoute même formidable. Voilà. Si tout va bien, je sais comparer. Si tout va bien, en tout cas, normalement, dans 6 mois exactement. On n'est pas encore au paradis. Dans 6 mois exactement, la centrale électorale doit convoquer les élections, hein, c'est-à-dire on doit aller aux élections. Pensez-vous que aujourd'hui, si la majorité présidentielle présente un candidat, que vous serez en mesure de gagner? Bon, je ne regarde pas dans les boules de cristal, je ne suis pas prophète, mais je vais répondre à votre question. Sauf que dans 6 mois, on n'est pas prêt pour faire les élections. Tout est bien, la table est apprêtée, sauf qu'il n'y a pas d'électeurs. Il n'y a pas d'électeurs au jour d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas électrice aujourd'hui, madame. Alors, comment on fait les élections sans électeurs? Le match est là, les téléspectateurs sont là, peut-être qu'il y a un arbitre sur le terrain, mais il n'y a pas de joueurs. À cause de qui? Il n'y a pas d'électeurs aujourd'hui. À cause de qui, Henri Mova? À cause de quoi ou à cause de qui? Mais justement, le quoi doit se produire par quelqu'un. Par qui? Non, commençons par quoi, n'est-ce pas? Allez-y, on ira à qui? Allez-y, vous êtes libre. Mais parce qu'on n'a pas encore un fichier électoral. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, de fichier électoral. La carte d'électrice que vous avez, qui faisait aussi office de carte d'identité, a été remplacée par une nouvelle carte. Il faudra que vous ayez la nouvelle carte pour que vous soyez connu. Il y a un problème de financement aussi? Non, on n'en est pas encore là. Allez-y. Problème technique d'abord. Il n'y a pas d'électeurs au jour d'aujourd'hui. Si on convoque les élections dans 2 mois, 3 mois, il n'y a pas d'élections. Sauf les élections au second degré. Par exemple, les élections des gouverneurs. On connaît le corps électoral. Aujourd'hui, on ne connaît pas le corps électoral. Justement, vous citez le rapport de l'OIF. Voici ce qu'il dit. Il dit notamment qu'il faut recenser la population. Il faut identifier. Mais c'est ce qu'il a dit. Oui, il faut identifier les Congolais. Mais c'est comment qu'il a conclu? Or, vous savez... N'a-t-il pas dit qu'il était possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels? Qu'est-ce que ça signifie, cette fameuse notion de délai constitutionnel? On a fait un fétichisme. Si vous voulez bien, on discutera de ça. C'est ça le respect de la République. C'est ça la valeur même de la République. Non, je ne suis pas contre. Le respect des textes. Je veux qu'on comprenne la même chose. On ne doit pas minimiser cela. Allez-y, Non, je voudrais qu'on comprenne la même chose. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'OIF, ces rapports-là, n'est pas très favorable aux élections tout de suite. Vous le savez bien. D'ailleurs, raison pour laquelle vous ne verrez aucun opposant sérieux le citer. Regardez bien. Vous avez déjà reçu un opposant ici qui s'appuie sur ces rapports parce qu'il est très, très défavorable. Moi, je fais confiance à notre centrale électorale, la CENI. Moi, je fais confiance à la CENI. Ce qu'elle va me dire, c'est ce que je vais suivre. Ce que je sais aujourd'hui à la CENI, c'est qu'il y a un calendrier global. Quoique boudé, mais c'est celui-là qui est là. Aujourd'hui, je sais qu'on a lancé un appel d'offres international pour acquérir du matériel afin de faire cet enrôlement, afin qu'on ait des électeurs. On n'a pas d'électeurs aujourd'hui. On ne le dit pas assez, on trompe les gens. Avec votre carte, vous ne pouvez pas. Vous avez un logiciel, enfin, si vous avez un fichier électoral, il va donner lieu à des listes électorales. Donc, le processus d'élection, ce n'est pas les jours de scrutin, c'est tout ce qu'il y a avant. Et avant, il y a énormément de choses à faire, il y a moins de temps. Celui qui vous dit le contraire vous trompe. Quelle que soit l'élection que vous allez choisir, présidentielle, n'importe laquelle,
il faut un corps électoral qui n'est pas constitué. Ce corps qu'il faudra inviter n'existe pas encore au plan du droit. Il faut donc que les Congolais le sachent. La CENI va se mettre maintenant à constituer le corps électoral à travers la nouvelle carte d'électeur, à travers les nouvelles machines pour enrôler tout le monde. Les cartes anciennes ont été complètement bousillées avec le vol qui se sont opérés. On en a vu des cartes qui venaient du Rwanda, du Burundi. Vous avez été témoin de tout ça. La presse a fait large écho de ça. Sans compter le fait que l'opposition elle-même a reconnu que ce fichier-là était corrompu, qu'il ne reflétait plus la réalité. Du fait qu'il manque, semble-t-il, moi je n'ai pas compté, je n'ose pas avancer des chiffres, mais j'ai entendu ça, 10 millions de nouveaux électeurs qui ne sont pas sur les listes. C'est toute la population belge qu'il faudra enrôler, identifier. Il faut d'abord connaître qui est qui pour qu'il ait le droit. Sauf que les Congolais se sont encore compliqués la tâche. Ils ont dit les Congolais de l'étranger doivent voter. Alors là, chapeau. Parce qu'il faudra les connaître. Qui est Congolais qui ne l'est pas, déjà? La question se pose. Et quand vous aurez fini de les identifier en tant que Congolais, vous devez les enrôler. Et puis, organiser le vote éventuellement. Je constate en tout réalisme, et nous devons le dire de plus en plus à notre peuple, il y a des difficultés à organiser les élections. Donc, il n'y aura pas élection non, en Imova. Justement, c'est pour ça que dans le délai constitutionnel. S'il y a quelqu'un qui a une baguette magique, par exemple les Américains, ils ont la NASA, est-ce qu'il est possible, technologiquement parlant, de compter les gens à travers des machines qui seraient installées sur Mars, de compter immédiatement les Congolais en un ou 2 jours? Ok, ils nous l'offrent et nous faisons ça. Mais si personne n'a encore cette technologie de compter les gens beaucoup plus rapidement, de leur donner des cartes et de les préparer à leurs élections, qu'on arrête de mentir. On joue à la surenchère. Vous savez pourquoi une partie de l'opposition ne veut pas venir au dialogue? C'est justement parce qu'elle est consciente des difficultés. Elle ne veut pas endosser cette réalité. C'est faire la politique de l'autruche, de se cacher la tête sous le sable, alors que la réalité est celle-là. En 6 mois, on n'aura pas le corps électoral constitué, puis convoqué. Et il faut aller en parler au dialogue pour dire, voilà, nous arrivons à votre question, qui est à la base de ça? Vous voulez que j'y réponde? Allez-y. La première fois que la CENI a produit un calendrier, on l'appelait partiel, je n'étais pas là, une tempore non suspecto, les opposants ont dit non, pas de calendrier à manche courte, il nous faut un calendrier global, qu'on sache tout le panorama, la communauté internationale a embouché la même trompette, ok. Mois de février, paf, calendrier global. Non, c'est trop et tout. Au point qu'aujourd'hui, le calendrier de la CENI est contesté. Il faut donc négocier pour savoir quel est le calendrier qu'il faudra avoir. Quelles sont les élections qu'il faut annuler ou ne pas tenir pour privilégier certaines. Ou privilégier. Les uns disent, les présidentielles, c'est incontournable, c'est constitutionnel, comme si les autres ne l'étaient pas. Je vous dis, toutes les élections sont constitutionnelles. Toutes les élections donnent lieu à des mandats constitutionnels, mais quelles sont celles-là qui à sont des délais plus importantes, monsieur Les plus importantes sont les élections à la base. Pour 2 raisons. La première, c'est que nous n'en avons jamais eu depuis l'indépendance. Alors que la présidentielle, il y a moins de 4 ans, on l'a eu. Non, constitutionnellement. La Constitution donne plus d'importance à quelle élection? En disant quoi? C'est une question qu'on vous pose. Qu'est-ce qui nous prouve que la Constitution a dit que l'élection présidentielle est la plus importante? Ne pensez-vous pas que certains articles de la Constitution qui ont été très très sévères en question des élections présidentielles ont fait de cela les élections les plus importantes? Non. Ce n'est qu'une lecture. Ce n'est qu'un point de vue. 220, verrouillé, la précision, ça n'a rien à voir avec, 70, ça n'a rien à voir avec 64, et lorsqu'on... Allez-y, 103, 105 pour les députés, puis les sénateurs, c'est limité, 5 ans, et voilà, ils sont éligibles. Tout est dit, de la même manière, dans le même terme que le chef de l'État. Sauf qu'ici, il y a la fameuse incise du genre 90 jours avant la fin, c'est ça qui corse un peu l'assertion lorsqu'il s'agit du chef de l'État. Mais j'étais en train de vous dire que les locales étaient beaucoup plus importantes.
Moi, j'ai vécu 6 ans en Belgique dernièrement. Et ça donne quoi? Un bourgmestre de Waterloo, ma commune, par exemple. Il a un budget beaucoup plus important que certaines provinces ici. C'est le vrai pouvoir. Au point que un politique belge au gouvernement n'a pas de poids réel s'il n'a jamais été d'abord soit échevin, soit bourgmestre. Le pouvoir s'acquiert d'abord à la base. Vous pensez que quelqu'un qui est Takata Kokombe, sa préoccupation principale, c'est de savoir la tête de celui qui va remplacer Joseph Kabila? Ce n'est pas de savoir ce que son bourgmestre va faire, le maire de la ville, le gouverneur. C'est aussi important. Il y a des gens qui ont des problèmes de mariage. C'est sa préoccupation principale. Comment se marier s'il n'y a pas de bourgmestre? On reste dans la Constitution. Donc, c'est important. Pour les matières les plus importantes qui touchent à la vie immédiate des gens, deuxièmement, ce sont les seules élections que nous n'avons jamais eues depuis l'indépendance. Les autres élections, on les a eues. On a un président qui reste en fonction, vous qui aimez la Constitution, qui reste en fonction jusqu'à l'installation du prochain qui le remplacera, à condition d'être élu. J'entends des gens dire oui. À condition d'être élu, on va y arriver, ouais. on va y arriver. Henri Mova, vous avez fait allusion à l'article qui demande à ce que la Commission électorale nationale indépendante puisse convoquer 90 jours avant l'organisation des nouvelles élections. Henri Mova, pensez-vous qu'aujourd'hui, la Constitution a été précise et claire sur d'autres élections comme elle l'est sur les élections présidentielles? Bien sûr. Je reprends ma question. Bien sûr. Elle dit les députés sont élus pour un mandat de 5 ans, c'est précis. La Constitution résout déjà presque le problème. L'article 70, vous venez de le dire, oui. Lorsqu'il n'y a pas encore installation du nouveau président, Joseph Kabila peut rester jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau président élu. Pourquoi vous convoquez le dialogue dès lors que vous bénéficiez encore de l'article 70 qui vous rassure que le président Kabila peut rester jusqu'à ce que Corneille Nangaa arrivera à organiser les élections? Parce que notre préoccupation, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Nous n'y sommes pas pour y rester indéfiniment. Ce n'est pas toujours un plaisir, le pouvoir. C'est des responsabilités. C'est des responsabilités d'État. Ce pays qui est post-conflit, qui a connu énormément de fragilité. C'est ça le rôle principal d'un parti politique. Oui, conserver justement. le pouvoir. Oui, le conserver, mais pour un objectif qui est beaucoup plus grand que le fait de conquérir le pouvoir. Pourquoi nous le disons justement? Vous faites bien de poser la question. Parce que si ça se passe dans de mauvaises conditions, comme ça s'est passé ailleurs et dans notre pays dans l'histoire, dans les élections les plus récentes. Vous vouliez d'ailleurs connaître le bilan du président Kabila sur le plan politique. Pour la première fois, moi, j'ai pu voter. Pour la première fois. J'enseignais le vote américain à mes étudiants. Mais pour la première fois, je prends un bulletin, je glisse dans une urne, c'est parce que Kabila l'a permis. Et pour la première fois, j'ai vu un président remettre en jeu son pouvoir pour discuter, pour se disputer dans une compétition loyale avec les autres, une deuxième possibilité d'y aller, 2011, c'est ce que Kabila a fait. Donc, vous voyez bien que la pratique démocratique est là, elle s'installe, ça rentre dans notre culture, au point que vous et moi, nous ne pouvons pas être gouverneurs aujourd'hui, même si nous voulons bien, parce qu'il faut être élu. Si on n'est pas élu, aujourd'hui, dans ce pays, on ne fait rien du tout, n'est-ce pas? La preuve, c'est que nous faisons autre chose. Même si nous voulons, notre volonté a toujours été, vous peut-être, de remplacer Kimbuta, vous attendrez jusqu'aux prochaines élections pour pouvoir le battre et éventuellement prendre sa place. Voilà. Donc, moi j'estime que les questions d'une si haute importance requièrent le concours de toutes les intelligences. Convoquer les intelligences, toutes les grandes intelligences de la nation, au chevet de ce pays qui a souffert de tant de débilité, n'est pas un jeu d'enfant. Vous savez, le chef de l'État, c'est un militaire. Il a vu sur le champ de bataille comment on peut faucher des vies humaines. Quand il pense que le pouvoir, le moment de passage du témoin peut être fatal, un peu comme à l'atterrissage, souvent il y a des grandes difficultés ou au débarquement, je crois que ceux qui sont conscients de la chose, parce qu'il y a des questions, des décisions difficiles à prendre, il vaut mieux le prendre par consensus que par la seule volonté de la majorité qui peut changer la Constitution par la voie normale, régulière, prévue par la Constitution à travers le Parlement où la majorité a la majorité. Mais pourquoi on ne les fait pas? Parce qu'on ne peut pas jouer comme ça sur une règle arithmétique seulement dans une question aussi grave. C'est pourquoi on dit, messieurs, dames, voici qui est un problème. Je vous donne un exemple. 1991,
il y a la guerre d'Irak, les pays occidentaux doivent intervenir à la suite des États-Unis. Le président Mitterrand appelle même les gens de l'opposition pour leur dire, nous allons prendre une décision grave. Certains de nos enfants vont mourir au nom de la coalition internationale que nous formons pour pouvoir libérer le Koweït. Donc vous voyez, il a toute la plénitude constitutionnelle de décider d'engager la France en guerre. Mais il sait que les responsables politiques ont une chose à faire. Il faut une coalition des intelligences en interne pour pouvoir prendre des décisions de cette nature-là. Et le consensus, c'est mieux qu'un passage en force. Henri Mauva, et que diriez-vous à ces opposants-là qui réfutent le dialogue en disant que les institutions, il y a des institutions à qui incombe la responsabilité de régler les différents problèmes posés par le président de la République. Lorsqu'il a convoqué le dialogue, il y a le gouvernement qui a le monopole de convoquer ou de mobiliser les fonds pour les élections, la sécurisation des élections. C'est à la police de le faire et tout. Le recensement des jeunes, de nouveaux majeurs, même des réfugiés qui sont revenus au pays, c'est à la Commission électorale nationale de le faire. Donc, et ce n'est pas, ouais. donc alors, ce n'est pas aux politiques de discuter sur ces questions. Que répondrez-vous à ceux-là qui disent ainsi? D'abord en riant, voilà ma première réponse. L'opposition n'est pas un état d'oisiveté, n'est pas un état de chômage intellectuel. Quand on vous appelle à réfléchir sur la nation, vous n'allez pas dire « Ah oui, il y a des institutions, faites-le, moi je m'occupe de mes moutons, de mes chèvres ». Non. La nation est à un tournant décisif. Vous avez des ambitions, vous avez quelques responsabilités psychologiques de la part de la population, que vous êtes élu ou vous êtes une notabilité. Lorsque on requiert votre intelligence à pouvoir trouver une solution, vous dites « Oui, les institutions sont là ». Soit c'est un désœuvrement, soit c'est une paresse intellectuelle. Mais ce n'est pas tout ça, c'est un calcul politique. Calcul politique, pourquoi? Parce que les difficultés sont là, ils sont contents de dire, ils se sont fourvoyés, qu'ils y aillent comme ils veulent. Si ça casse, on ramassera la mise. Il y en a qui pensent comme ça. Ou qu'ils vont organiser une insurrection. Pourquoi faire un cycle long si au bout de 3 jours, au Burkina Faso, on peut prendre le pouvoir? Et donc eux aussi, ils essayent un peu d'apprendre comment on déstabilise un pays. Il y en a qui deviennent de plus en plus rationnels pour dire ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Donc, les institutions existent, certes. Je vous ai donné l'exemple de la France, où lorsque on veut déclarer la guerre, le président a toute la latitude de le faire. Mais quand il consulte la classe politique, c'est pour renforcer la cohésion nationale. Parce que c'est des moments de rupture, c'est des moments de brisure, c'est des moments difficiles à gérer. Il y a des vies humaines en danger. Nous pensons qu'il y a de gros dangers, de gros orages devant nous, du fait qu'un certain nombre de choses qui auraient dû se faire ne se feront pas, du fait de problèmes techniques, des retards accumulés, des turpitudes aussi de l'opposition. Nous ne sommes pas seuls responsables dans cette affaire. Ils ont boudé 2 calendriers, ils n'ont pas voulu ceci, ils ont soulevé la population. C'est vous qui gérez la République. Non, c'est vous qui êtes à la gestion. Non, la gestion dans une démocratie consociative comme la nôtre implique aussi l'opposition d'une manière ou d'une autre. La preuve, c'est qu'au niveau du Parlement, par exemple, même si vous êtes minoritaire, on vous donne un certain nombre de positions sur le strapontin pour pouvoir inférer sur le matière, pourtant qui relève de la démocratie qui se concevait comme une nette distinction entre une opposition et une... D'ailleurs, vous regardez bien, dans notre pays, depuis l'indépendance, on a souvent eu des gouvernements d'union nationale. C'est-à-dire, même ceux qui n'ont pas gagné les élections, on leur trouve toujours un couloir. Maintenant, c'est les élections qui intéressent tout le monde. Bien sûr. Vous l'avez vu au Sénégal, combien de fois Abdoulaye Wade a été ministre tout en étant dans l'opposition, parce que par moment, ne lire stricto sensu les valeurs démocratiques de cette manière-là, c'est éviter de comprendre la finalité d'une démocratie. C'est d'abord à base sociale. Ce n'est pas un calcul politique seulement en haut, il y a un substrat social indispensable. Et lorsque vous sentez que la fondation est en secousse, vous vous appelez un peu pour dire « cette question est difficile, nous pouvons la régler institutionnellement, mais elle ne vous fera pas plaisir ». Et pourquoi déstabiliser les consciences des gens là où en se mettant ensemble en tant que responsables politiques. Parce que c'est comme ça que les gens... Pourquoi les gens s'appellent responsables politiques? Parce que lorsqu'ils se posent des questions, on vous les pose à vous, politiques. Et vous avez l'obligation... Il y a un devoir de l'opposition. Vous savez qu'il y a une loi sur l'opposition dans ce pays. Il y a une loi sur...
lisez cette loi-là, à son article 16, donne obligation à l'opposition de privilégier le dialogue et d'aller répondre aux sollicitations de pouvoir institué. Il est malheureux de voir. Il y a un autre article qui demande à ce qu'on finance cette opposition, il est malheureux, mais ça n'a jamais été fait. De constater ça n'a jamais été fait. On ne peut pas respecter certains articles et les autres articles, on ne respecte pas, Henri Mauva. Non, je cite une loi avec un article. Si, parce qu'on a attrapé un voleur qui crie, mais pourquoi les autres voleurs ne sont pas attrapés, leur tour viendra. Pour le moment, nous ne parlons que de l'article 16 de la loi sur l'opposition, qui n'a jamais désigné... Il faut faire allusion aussi à cet article qui demande à ce qu'on puisse financer les élections. Les questions sont à vous. Oui, et donc, il y a obligation à l'opposition de répondre aux sollicitations des institutions. Il est malheureux de le voir courir quand il s'agit d'un repas chez un ambassadeur et ils ne peuvent pas répondre à l'appel d'un chef d'État, d'un chef de corps, et même à toute l'Afrique qui se réunit autour de l'organisation continentale. Vous voulez diriger ce pays et vous vous mettez à dos toute l'Afrique. Il ne faudrait pas oublier, Henri Mauva, que c'est une grande partie de l'opposition conteste la légitimité du président Kabila. Jusqu'aujourd'hui. Ça c'est pour rigoler, écoutez. Peut-être c'est pour cette raison qu'ils ne viennent pas lorsque les invitent. Non, c'est pas ça la raison. Il y en a qui ne viennent pas parce qu'ils estiment que vous voulez les entraîner dans votre dialogue afin de leur faire prendre des décisions qu'ils ne méritent pas. C'est ça aussi la responsabilité d'un politique, c'est d'aller au contact des arguments des autres. Se contenter de faire des dialogues par personne interposée, par médias interposés ou à distance, ça ne fait pas sérieux. Un politique doit être capable de se mettre en face, il doit être capable de se mettre en face d'un autre pour dire, moi je pense A, moi je pense B. Peut-être, la démocratie c'est un système consensuel, rien à faire. Moi je pense A, moi je pense B, parce qu'on ne doit pas en arriver à la guerre, on dégage un consensus, peut-être la solution est intermédiaire, c'est C. Voilà. Mais justement, Henri Mauva, ce dialogue a été convoqué par le président de la République. Depuis, il a dit dans les prochains jours, dans un bref délai, il y aura la mise en place du comité préparatoire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a rien vu, le dialogue n'arrive toujours pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas un jeu d'enfant gérer un pays. Vous pensez que les délais que se donne le chef de l'État sont plus importants que la vie des Congolais? Non. Parce que le dialogue est important, parce que la nation, l'avenir de la nation est si important qu'il faudra attendre le temps qu'il faudra. Il faudra attendre le temps qu'il faudra pour que le dernier rentre dans le bateau. C'est ce qu'a fait Noé. Donc c'est le problème d'inclusivité, vous l'acceptez. Jusqu'au jour où, des guerres lasses, on peut se dire, bon, là, ça y est, ça commence à bien faire, on va y aller. Mais tant que c'est possible, tant qu'on a un peu de temps, il y a des gens qui prennent du temps, qui jouent sur le temps. On n'a pas assez de temps. Les élections, la fin du mandat du président Kabila, il doit faire la remise et reprise. Il doit faire la remise et reprise, Henri Mauva. Joseph Kabila, c'est la fin de son mandat, il doit partir. Dites-le aux opposants oui. que le temps est court. Faites vite de faire un dialogue. Ne le faites pas après qu'il y ait mort d'homme. Vous savez qu'il y a eu énormément de dialogues dans ce pays. C'est vous qui gérez la République, c'est vous qui devez œuvrer pour que les élections puissent être possibles. La responsabilité Monsieur Mauva, c'est pas les opposants qui gèrent le pays. Non, la responsabilité dans un pays, il y a des opposants qui peuvent se faire élire bourgmestre, non? Ils peuvent donc gérer. Le pays, c'est pas seulement être à la tête. Qu'est-ce que c'est fétichisme? Vous savez que le président de la République, dans notre constitution, calquée sur la constitution française, n'a pas beaucoup de pouvoir. Pourquoi il y a cette fixation sur le chef de l'État? Il est même politiquement irresponsable. Il ne signe aucun acte qu'il engage. Sauf un seul acte qu'il peut prendre seul, c'est celui qui désigne le Premier ministre. Les autres sont toujours contresignés. Et un autre en rend compte devant une autre institution. Le président ne peut être mis en cause qu'en cas de haute trahison par les deux chambres réunies et pour le déférer devant la Cour constitutionnelle. Donc vous voyez bien qu'il n'a aucune responsabilité sinon d'aller se rendre compte au peuple. Et la sanction est politique devant le peuple qui l'élit ou qui le démet du fait de l'élection d'un autre. Donc c'est aussi important d'être dans l'opposition. Il y a un rôle dans l'opposition. L'opposition, ce n'est pas le vide et puis le jour vous êtes rempli seulement quand vous arrivez au pouvoir. Non, vous exercez déjà une responsabilité. Vous jouez un rôle tribunicien, sauf que le système a besoin de cet équilibre pour tenir. S'il y a un vide il y a un trop grand vide du côté de l'opposition, la balance est déséquilibrée. Et donc, vous voyez bien que, d'ailleurs, la plupart des députés, enfin, la plupart des gens de l'opposition sont des députés. Donc, ils ont des responsabilités étatiques
Ils votent des lois qui s'imposent à nous. Ils font même des propositions de lois qui finissent par être adoptées par tout le monde. Et ça, ce n'est pas une responsabilité. Vous voyez, la responsabilité, c'est seulement celle du président Kabila qui ne gère pas le pays au quotidien, qui n'a même pas, comme à l'époque, de domaines réservés. Même la défense. Il doit en définir les modalités avec le Premier ministre qui lui rend compte à la représentation nationale. Voilà. Henri Mova, les choses n'évoluent toujours pas depuis la convocation de ce dialogue. Si, c'est vous qui le sentez pas. S'il vous plaît, on discute tous les jours avec les opposants, c'est-à-dire et ceux-là qui représentent grand-chose, hein, c'est-à-dire dans l'opposition. Aujourd'hui, ils ne veulent pas du dialogue. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura dialogue. Les Congolais avec dialogueront. Ou sans eux? Non, voilà. Moi, ce que je sais, c'est que les Congolais dialogueront. Ce que je ne sais pas seulement, c'est quand. La seule question qui se pose pour moi, c'est quand. Il y en a qui jouent un peu à se faire peur jusqu'au bord du précipice et ils négocient le couteau sous la gorge, comme on dit. C'est une expression, hein, il ne faut pas qu'ils me prennent au pied de la lettre. Donc, cela signifie qu'il y en a qui font traîner le plaisir, à bouder un peu, jusqu'au jour où ils vont se rendre compte que c'est important, il faut qu'on en parle. Ce dialogue aura lieu. Il a déjà lieu parce que sur cette table viendra quelqu'un d'autre pour répondre éventuellement à ce que je dis. C'est ça le dialogue. Sauf que nous voulons un moment solennel où on rassemble ces avis divergents et en sortir des décisions. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Prendre part à une décision qui puisse sauver la nation. Il y en a qui ont fait un choix tactique dans une stratégie plus globale. Ce n'est qu'un choix tactique de dire, il y en a qui disent, si nous allons à ces dialogues convoqués par le président Kabila, c'est déjà une manche de perdu. C'est que nous serons englobés dans sa stratégie. Il y en a qui disent, trouvons une autre formule du dialogue qui soit convoquée par quelqu'un de l'extérieur. Il y en a qui disent, oui, les ambassadeurs peuvent nous réunir. Il y en a qui ont pris ces habitudes-là. Allons aux États-Unis ou l'ONU ou quelqu'un. Ils sont donc d'accord sur l'objet. Il y en a qui discutent des modalités ou de la forme. Donc, vous voyez que les lignes bougent. Vous ne le voyez pas parce que vous voulez bien que ça flambe. Ou ce qui... Vous savez, en politique, il n'y a jamais de victoire par chaos. Vous ne pouvez pas neutraliser l'adversaire totalement, il n'a plus rien à faire. En politique, même le cadavre bouge. C'est-à-dire, les opposants, savoir qu'ils existent, ce n'est pas seulement quand ils discutent au Parlement, c'est aussi lorsqu'il y a des questions graves qui concernent la nation, qu'ils soient conviés. Henri Mova, aujourd'hui, peut-on considérer finalement que le dialogue est devenu la condition sine qua non pour le respect de la Constitution, pour que le président Kabila puisse respecter ses 2 mandats et partir? Non. Où est-ce que vous sortez? Allez-y, allez-y. C'est l'impression que tout le monde a aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est qu'une impression. Souvent, les impressions sont fausses. Pour respecter la Constitution, on n'a pas besoin du dialogue. Le dialogue est constitutionnel, en ce qu'une loi tirée de cette Constitution, la loi sur l'opposition, en fait obligation à l'opposition de dialoguer avec le pouvoir. Donc, vous voyez bien que vous, qui êtes fétichiste de la Constitution, vous êtes servi. Donc il y a une loi qui l'oblige, il faut leur dire ça, article 16 de la loi sur l'opposition. Deuxièmement, le dialogue est un lubrifiant lorsque les institutions politiques coincent. Et là, il devient de plus en plus puéril de le rappeler à tous les acteurs politiques en leur disant: il y a des problèmes à pouvoir organiser les élections. Le président Kabila en a identifié 5. D'autres allongent la liste. Il y en a qui disent non, il y a des problèmes, oui, mais ce sont vos problèmes. Et se mettent un peu en marge de la nation. Ce n'est pas responsable. Je soutiens le président Kabila pour continuer à les appeler à la sagesse. Pour dire, revenez, c'est votre pays, vous avez l'obligation de donner votre point de vue. Mais pour ceux-là qui ne veulent pas, Henri Mova, on va évoluer, parce que bientôt on va conclure. Pour ceux-là qui ne veulent pas du dialogue. Eh ben, on va encore attendre. Il y en a qui mettent du temps. Vous savez, quand le vous allez les attendre quand le Christ a été crucifié, il fallait aller au ciel, mais le gars là, il ne mourrait pas avant. Alors le Christ a dû attendre avant d'aller, parce que un des voleurs à qui il avait promis le ciel... Mais qui attendez-vous exactement? Ceux qui traînent, vous le connaissez mieux, parce que vous les recevez ici. Entre autres, Etienne Tshisekedi. Il y a un gars à côté du Christ qui avait demandé à aller au ciel, qui demandait, si vous arrivez chez vous, pensez à moi. Mais il ne mourrait pas avant. On ne peut aller au ciel qu'en moi. Alors, il y en a qui traînent là. Alors on attendra. Ils traînent parce qu'ils vous proposent autre chose que ça. Pourquoi vous ne voulez pas faire? C'est que eux proposent. Ok, allons-y. Ils proposent des choses.
Mais voilà, le meilleur moment, c'est le dialogue pour qu'ils disent ce qu'ils proposent. Moi, je n'ai rien entendu. Sinon, des bouderies, des gamineries de ce genre-là, oui, nous, on ne vient pas, mais on va parler. Donc, vous allez rester les attendre, peu importe le temps, le délai constitutionnel, vous allez attendre. Eux qui ont besoin, d'ailleurs, eux qui ont besoin d'écourter le mandat du chef de l'État. Pas d'écourter et de respecter la Constitution. Voilà, ils auraient mieux fait de faire un dialogue plus tôt. Plutôt que plus tard. Il vaut mieux tôt que tard. Donc avant que le mandat du président Kabila, qui doit s'arrêter constitutionnellement dans quelques mois, il faut dialoguer nécessairement. Alors, donc voilà le danger. Vous êtes en train d'obliger ces opposants-là carrément. Non, sinon on les aurait pris manu militari. On les invite. On les convie. Mais ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Oui, il y en a qui ne savent pas. Vous savez, il y a des gens, quand ils sont soignés, ils croient que c'est pour le tuer. Une piqûre, ça fait mal, mais c'est pour un bien prochain. C'est pour un bien. On n'a pas besoin de dorer la pilule. Nous sommes sérieux, nous disons, il y a des problèmes sérieux, messieurs, dames. Est-ce que vous ne voulez pas venir en discuter avec nous? Je veux bien qu'on discute avant que de discuter après. Parce que notre Constitution ne conçoit aucunement un vide de pouvoir à la tête de l'État. Et donc le président Kabila est là tant qu'il n'y a pas d'élection. Il faut vraiment... Et c'est une coutume constitutionnelle congolaise depuis la loi fondamentale jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours dans les dispositions transitoires un article de cette nature-là qui dit le président en fonction reste en place. Parce qu'il ne peut, par correspondance de fonction, il ne peut être remplacé par quelqu'un d'autre qui a été désigné dans les mêmes conditions. Mais justement, Henri Mova, cet article expire quand ? C'est-à-dire lorsque Joseph Kabila va rester en place en attendant le nouveau président élu. Quand est-ce que cet article expirera quand? Parce que ça ne donne pas non plus des années au président Kabila de rester. Non, ça ne donne pas des années. Mais si ça peut s'arrêter avant le 20 décembre, pourquoi pas? Si tout de suite, quelqu'un peut avoir une formule magique, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont des solutions, une formule magique qui peut faire que tout ça peut être condensé en un one-shot, tant mieux. Mais tant que ce n'est pas possible, nous sommes encore des hommes. Il n'y a que Dieu qui peut créer par un claquement de doigts. Nous, notre partenaire le plus fiable, c'est le temps. Et le temps se venge toujours de ce qui s'est fait sans lui. Et on vous promet l'application de l'article 64. Henri Mova, soyez-en prêts. Donc, on va conclure. Henri Mova, vous allez regarder la caméra. Article 64, c'est de notre cru. On a tellement souffert de déstabilisation de ce pays qu'on a mis l'article 64, qui dit ceci. L'article 64, c'est nous qui l'utilisons contre les opposants. Vous ne pouvez pas changer les institutions démocratiques. C'est de la haute trahison par un autre moyen que l'élection. Là, c'est l'alinéa 2. Non, même l'alinéa premier. Nous avons l'obligation de faire échec à tous ceux qui veulent prendre le pouvoir. C'est ça l'alinéa premier. Il continue, là, ça c'est la deuxième phrase, ou ceux qui exercent le pouvoir en dehors de la Constitution. Nous sommes dans la Constitution. C'est que l'article 64 est la base sur laquelle nous agissons. Et j'ai dit d'ailleurs à mes partisans de brandir de plus en plus l'article 60. C'est ce qui nous fonde à résister à l'insurrection. Donc vous tous, vous êtes pour l'article 64. Donc c'est nous qui l'avions mis là-dedans. Alors, Henri Mova, on va conclure. Vous allez regarder la caméra. Oui. Vous allez répondre à cette question. Comment voyez-vous en perspective la date du 1er janvier 2017 ? Encore une grande fête, comme on a eu au PPRD, en plein centre-ville. On fait une grande fête. Une fête de quoi? Une fête de Nouvel An, parce qu'une nouvelle année est arrivée, et on va continuer. Moi, je ne suis pas de ce genre-là à promettre l'hécatombe à mon pays. C'est toujours un malheur qu'il y ait des Congolais qui meurent. Sans ou avec Joseph Kabila? Pourquoi pas avec Joseph Kabila? Si on a fini entre-temps toute la procédure et un autre président est élu, il y aura un autre président. Le président Kabila ne vous a pas dit qu'il resterait 10 000 ans au pouvoir. Il arrivera un jour qu'il y aura un autre président. Mais pour le moment, ce sont les modalités de trouver l'autre qui pose problème. Pas le fait que le président Kabila... Et vous, dans votre camp, vous avez déjà un dauphin? Non, pourquoi vous l'appelez dauphin? Le mot risque de prêter à équivoque. Nous sommes suffisamment organisés pour faire chaque chose en son temps. Merci Henri Mova d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, docteur en relations internationales, écrivain, aujourd'hui secrétaire général du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Mesdames, messieurs, merci, vous avez été très nombreux à pouvoir nous suivre. On a eu beaucoup de questions, mais on n'a pas pu terminer. Nous espérons que monsieur le secrétaire général nous fera l'honneur de venir encore, de revenir. S'il le veut bien. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain samedi à partir de 10h sur Congo Web. Vous allez suivre cette émission sur plusieurs chaînes de télévision, mais aussi sur Internet, sur la page Facebook dossierDafrique.com. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur Congo Web. À très bientôt. Bonsoir chez vous.